Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Habillement. Après la nourriture, parlons maintenant de la culture de l'habillement. À la suite des dynasties Wei, Jin du sud et du nord, les habits et parures chinois ont connu sous l'influence du bouddhisme et de la culture d'Asie mineure de grands changements et de nombreuses réformes, tant dans le style que dans le choix des couleurs. En examinant l'habillement et la toilette des femmes de la dynastie Tang, on peut percevoir le résultat très remarqué de la fusion du bouddhisme et de la culture chinoise. À cette époque, les femmes aiment spécialement porter des jupes de couleur rouge venues des territoires de l'Ouest. Le chignon de style Fei Tianchi imite celui des fées Fei Tian sur les peintures bouddhistes et celui de l'Unisa de Sakyamuni Bouddha est l'une des coiffures préférées des femmes du palais impérial. En outre, les colliers de perles et de jade qui sont au départ portés par les Bouddhas et les Bodhisattvas sont aussi arrivés en Chine en même temps que les bouddhistes et sont devenus les accessoires préférés des dames et des musiciens. Les motifs des tissus et des broderies Jondon, fleurs de lotus, 8 bons augures, etc. sont tous des modèles d'origine bouddhiste. En particulier, les robes Chansan et Haichi et le kesa dénudant l'épaule droite que portent encore aujourd'hui les bonzes chinois sont aussi venus de l'Inde et sont devenus les représentants de l'habit Han. On peut dire que les monastiques contemporains, grâce à leur habillement, préservent la culture chinoise traditionnelle. Logement. Parlons du logement maintenant. Le bouddhisme honore la nature, la plupart des pratiquants aiment la simplicité et la compagnie de la nature. En temps de Bouddha, le climat chaud de l'Inde permet à ses disciples de prendre un seul repas par jour et de dormir sous l'arbre. Certains bhikshus se rassemblaient dans les montagnes où ils menaient une vie communautaire. Mais en Chine, certaines régions connaissent un climat froid, interdisant de vivre dans la nature. C'est ainsi que pagodes et monastères ont vu le jour. Les premières pagodes chinoises furent Honglu Chi, connu aussi sous le nom le Cheval Blanc, construite durant la dynastie Han orientale. À l'origine, le bâtiment était une maison de réception impériale. L'arrivée des deux monastiques indiennes, Kasyapa Mantaga et Dharmarana, ont fait une pagode. Dès lors, les logements et les lieux de culte des monastiques chinois furent appelés Shi, pagode. Plus tard, à part Shi, d'autres appellations furent utilisées pour désigner les résidences des pratiquants bouddhistes. Monastères, bonzeries, vihara, etc. Plus encore, l'aspect majestueux des édifices bouddhistes devint caractéristique de l'architecture chinoise et influença quelque peu le style des palais impériaux. Les maisons alignées et mitoyennes dans les campagnes chinoises reflètent également l'influence du style des communautés monastiques. De plus, ce qu'on appelle les monastères créés par Mazu et les règles pures établies par Beijan instaura pour le bouddhisme chinois un système de règles et d'institutions qui a grandement influencé les empereurs des différentes dynasties, en les aidant à améliorer les règles d'édification de leur royaume. Certains monastères furent construits grâce aux contributions du peuple, d'autres ont été créés par le décret impérial, comme le monastère Changjiantian à Jinsan, le monastère Qinqian à Nanji, etc. Et sont devenus des édifices nationaux. Ces monastères sont généralement étendus et majestueux. Enfin, à l'est et au nord de la Chine, plusieurs pagodes furent aménagées dans les grottes à flanc de montagne et devinrent des lieux de réconfort spirituel pour les habitants des régions frontalières. Elles font aussi partie des trésors de la culture chinoise. De nos jours, l'architecture bouddhiste présente un visage pluraliste adapté aux besoins de l'époque et offrant au monde des hommes beaucoup plus de couleurs. Et chaque changement illustre le développement historique du bouddhisme humaniste.